ma page blanche, là j'ai eu un grand moment de solitude. Je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée, parce que c'est vraiment une partie qui est très courte et avec des membres qui sont absolument minuscules. Donc j'ai été obligé d'aller m'inspirer un peu. Je suis allé à la pêche sur Internet et il y a 3 sites qui sont très bien faits. Il y a d'abord un site australien où il y a toute la collection Carnegie et tous les détails de développement des embryons. Il y a le site suisse qui est très bien, qui est un peu scolaire mais très didactique. Et enfin, il y a un site américain qui a été fait par Bradley Smith et qui a numérisé avec des micro-IRM toute une série d'embryons, donc forcément c'est in vitro, des embryons morts, et ça c'est très intéressant pour l'étude des développements des différents organes et des différentes parties de l'embryon. Alors, les embryologistes, premièrement, ils ne parlent pas le même langage que nous. Eux, ils parlent en semaines de développement et le plus souvent, même, ils parlent en jours de développement. Et la taille, pour eux, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte surtout, c'est les stades de développement. Et ils définissent 23 stades dans la période embryonnaire. Ça s'arrête au stade 23 et ça commence très tôt. Et nous, en échographie, on va pouvoir intervenir à partir du stade de Carnegie, le stade 13, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'embryon, il fera 1 à 3 mm. Et ça correspond à 6 semaines d'aménorrhée pour nous. Alors on va voir, je vais détailler d'abord les quelques stades de développement. Ici, vous avez J33, 5 à 7 mm, ça correspond à 6 semaines et demie d'aménorrhée, c'est-à-dire 1 mois de grossesse. Et on a des signes spécifiques qui permettent de définir ce stade. Là, par exemple, celui-là, c'est l'apparition de la vésicule cristallinienne, la naissance du canal endolymphatique, courbure céphalo-cervicale, l'ébauche cérébelleuse, l'ébauche de l'œil visible et le 6e arc branchial. Donc on va évoluer comme ça. Et vous voyez qu'en quelques jours seulement, celui-là, il y a 8 jours, là il doit y avoir 8 jours de différence. Là, on est à 7 semaines et demie. Oui, c'est ça, il y a 7 jours de différence. Il y a une grosse modification de l'embryon. Là, entre le stade 18 et le stade 19, on passe ici d'environ 8 semaines d'aménorrhée à 8 semaines et demie, avec des modifications très importantes, et on le verra tout à l'heure en détail, en particulier au niveau des membres. Le stade 20, c'est un des stades qui m'intéresse le plus en échographie, parce que ça correspond à environ 8 semaines et demie d'aménorrhée. Vous verrez après ce que l'on peut voir à ce stade-là. Stade 21, c'est courant 9e semaine. Et là, on est à la fin de la 10e semaine, c'est-à-dire c'est le stade 23, avec 32 mm. 32 mm, c'est un embryon de 10 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 8 semaines pour les embryologistes. Et à ce stade, il est complètement fini. Ça n'est plus un embryon, c'est un fœtus. Donc quand on parle d'embryon, il faut s'arrêter à 10 semaines d'aménorrhée. Alors on va détailler au niveau des membres ce que l'on peut voir. Stade 17, donc c'est entre 11 et 14 mm, ça correspond à 7 semaines et demie d'aménorrhée, où on voit le membre supérieur, et il va y avoir apparition de rayons digitaux au niveau du membre supérieur. La main, ici c'est une palette. Le membre inférieur, on a aussi une palette. On passe au stade 19, donc là on est à entre 8 semaines et 8 semaines et demie. Les mains commencent à être bien dessinées ici, c'est-à-dire qu'on commence à voir les doigts. Et au niveau des membres inférieurs apparaissent les rayons digitaux. Alors tout à l'heure je vous ai dit au stade précédent que les rayons digitaux apparaissaient au membre supérieur. En fait il existe un décalage d'environ 2 jours dans le développement du membre supérieur et du membre inférieur. C'est-à-dire que le membre supérieur évolue un peu avec 2 jours d'avance par rapport au membre inférieur. Alors la 8e semaine pour les embryologistes, donc 10e semaine d'aménorrhée pour nous, c'est la fin de la période embryonnaire et il va se modifier. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des membres? C'est à ce stade qu'on voit bien les membres. Premièrement, il va y avoir une croissance en longueur. Il va y avoir
un développement des doigts et des orteils à partir des rayons digitaux. Et ça se fait par perte cellulaire, par apoptose. Ce terme, ça s'appelle apoptose. Donc il y a une mort cellulaire ici entre les doigts et ça va dessiner les doigts. Et si ça se produit pas, ça pourra donner des dessins dactyli. Il va y avoir aussi toujours un développement plus avancé du membre supérieur par rapport au membre inférieur, d'environ 2 jours. Rotation des membres. Il va y avoir une rotation durant toute cette période avec le membre supérieur, une rotation externe, c'est-à-dire la paume de la main qui était vers le bas va progressivement regarder l'intérieur. Et au niveau des membres inférieurs, il va y avoir une rotation interne, c'est-à-dire que la plante des pieds qui regardait l'intérieur, vous verrez tout à l'heure les 2 pieds se regardent, la plante du pied va se retrouver vers le bas. Et à la fin de cette semaine, donc à la fin de la période embryonnaire, on pourra bien voir les articulations, en particulier cou de genou, épaule, hanche. Alors, nous, maintenant, on va passer à l'échographie. Quand on fait de l'échographie, notre repère, c'est la taille de l'embryon. On ne raisonne pas en stade de développement, nous, on raisonne en taille d'embryon. Et en plus, il y a une différence, c'est que nous, on raisonne in vivo, alors que toutes les autres études qui ont été faites, ce sont des études in vitro avec des embryons fixés. Alors, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer, nous, ce que l'on appelle la longueur crânio-caudale, que les anglo-saxons appellent la plus grande longueur. Alors, les anglo-saxons n'aiment plus trop le terme de Crown Rumplanks, là, qui est là, en fait l'équivalent de notre longueur crânio-caudale, parce que point de vue définition, les embryologistes ne veulent plus utiliser cette longueur, parce qu'en fait, ça correspond à la partie supérieure du crâne, et on peut avoir 2 ou 3 mm de différence. C'est pourquoi ils demandent que l'on utilise la plus grande longueur de l'embryon. Alors, quand on fait des mesures, on a des tables, c'est assez simple, là, c'est facile à retenir à cette période embryonnaire, et avec la longueur crânio-caudale, on va réussir à donner l'âge gestationnel approximatif, mais bon, le 50e percentile, par exemple, un 18 mm, ça va correspondre à 8 semaines et 3 jours, c'est-à-dire qu'on est dans la 9e semaine d'aménorrhée, mais pour les embryologistes, on est dans la 7e semaine. C'est pour ça que dans les livres, si vous regardez un livre d'embryologie, les semaines, ce ne sont pas les mêmes semaines que les nôtres. Alors, les aspects en écho. On va reprendre semaine par semaine les différents aspects. Nous, 6 semaines, c'est la période 6 semaines révolue, donc c'est 6 semaines pile. L'embryon fait environ 1 à 2 mm. Nous, ce qu'on voit, on voit simplement un petit point collé à la vésicule vitelline et l'activité cardiaque. Mais on ne peut pas voir plus. 6 semaines et demie. Là, on est quelques jours de plus, on commence à individualiser un peu mieux l'embryon, là avec le cœur qui bat, et ici c'est la myose, tout ce qui est à l'extérieur c'est le cellum externe. À ce stade, l'embryon il est collé à la vésicule. 7 semaines, donc 34 jours depuis la conception, 10 mm, 7 semaines et demie, révolue, donc 8e semaine. Là, on commence à bien voir les ébauches des membres, ici en vue postérieure, membre supérieur, membre inférieur, mais on n'arrive pas à voir encore les palettes. Plus intéressant, ça c'est la période qui m'intéresse le plus, c'est 8 semaines révolues, c'est-à-dire que c'est 9e semaine. L'embryon en coupe frontale, on arrive à voir bien les membres, on devine même les doigts quand on passe juste dessus, là c'est le rachis et les 2 membres inférieurs. En 3D, on comprend mieux sa position avec l'embryon, le crâne, les membres, le cordon ombilical, la myose, puisque tout ça c'est pas du liquide, ce qui est à l'extérieur c'est le cellum extra-embryonnaire et la vésicule vitelline. Alors, sur une coupe sagittale, là, bien entendu, c'est du 2D, on n'arrivera pas à voir les membres puisqu'on est sagittal strict. Si on veut voir les membres, il faut avoir des coupes obliques. Ici, c'est une coupe oblique, membre inférieur et le membre supérieur, où on devine l'ébauche de quelque chose. En coupe transversale,
la coupe du thorax avec le cœur et les membres supérieurs qui sont courts et avec les extrémités qui sont encore très éloignées l'une de l'autre. Et on va voir que progressivement, les deux mains vont se rapprocher devant le thorax, devant le cœur. Et les membres inférieurs, les ébauches des membres inférieurs, avec ici ce qui reste de l'appendice caudal. 9 semaines. Généralement, l'embryon donc fait de 22 mm à 27 mm. C'est le stade Carnegie de 20 à 22. Celui-là faisait 21 mm. On distingue les doigts, mais on va passer en 2D où ça sera peut-être un peu plus précis. D'abord, là, du 3D, ça, c'est une image de micro-IRM, et ça, c'est une image d'échographie 3D, et on voit qu'on est tout à fait superposable, là, au même stade. Simplement, la position des mains n'est pas tout à fait la même. Ça, c'est plus réel, c'est-à-dire qu'à ce stade, ils ont la paume des mains vers le bas, et ensuite, du fait de la rotation externe, la paume des mains va passer à l'extérieur. Et ça, c'est peut-être du fait de la fixation de l'embryon. Alors les aspects, en coupe sagittale, coupe frontale, et plus intéressant, ce sont les coupes transversales, membres supérieurs avec les deux mains. Vous voyez que les deux mains maintenant se rapprochent, elles se touchent pratiquement, et ensuite elles vont à nouveau s'écarter. Les membres inférieurs avec l'aspect typique, les deux pieds qui sont l'un contre l'autre, les deux plantes de pied. Là, on a du mal à dire si c'est déjà le tubercule génital ou si c'est l'appendice caudal qui régresse. Donc on voit déjà des mouvements. Là c'est le membre inférieur. Alors une petite particularité, c'est qu'il existe un écart important entre le gros orteil et les autres orteils. C'est-à-dire que cet écart est normal au tout début. Là, on voit la rangée des 4 et le gros orteil ici. Là, c'est en échographie temps réel, 4D, donc on peut aussi voir les mouvements. Celui-là, on voit les mouvements du membre supérieur, et lui, on a l'impression qu'il shoot quelque part, mais le problème, il n'a pas vu que le ballon, il était derrière. 10 semaines d'aménorrhée, donc là, c'est fini. On est à la charnière entre embryon et fœtus. Il est fini. On arrive bien à voir donc les membres supérieurs avec les paumes des mains là, qui regardent l'intérieur et non plus vers le bas. La rotation des membres inférieurs n'est pas finie encore. On a toujours les deux plantes de pied qui se regardent et à l'intérieur. Donc coupe transversale des membres supérieurs avec les mouvements. Vascularisation des membres supérieurs avec la visualisation des artères sous-clavières qui vont donc être à l'origine de l'irrigation des membres supérieurs. Et c'est au premier trimestre qu'on arrive très bien à les voir parce qu'on arrive à les mettre dans un même plan, c'est plus possible après. Les membres inférieurs, donc toujours avec la même position. Et cette fois-ci, ce que vous voyez au milieu, c'est les organes génitaux qui se développent. Mais bien entendu, là, on est trop tôt pour faire le diagnostic de sexe. 12 semaines, donc là je commence à être un peu hors sujet puisqu'on n'est plus dans la période embryonnaire, mais c'est juste pour vous montrer l'aspect final avec les membres supérieurs qui sont bien allongés, les membres inférieurs, et là on voit que la plante des pieds regarde vers le bas, la rotation est finie. Alors, on peut voir des anomalies au premier trimestre de la grossesse. Normalement, en principe, toutes les anomalies, elles sont déjà constituées au premier trimestre de la grossesse. Donc, on peut voir des anomalies des membres. Ici, ectrodactylie, une main botte, amélie, ici, avec une hypoplasie de l'avant-bras, une syndactylie. Lui, il avait une ectrodactylie 2D, 3D. Lui aussi, il avait une syndactylie, mais avec que 2 doigts. Et là, et surtout, il avait une absence des membres inférieurs. Et lui, il avait une hypoplasie d'un fémur. Donc ça, on sait que c'est possible au premier trimestre de faire des diagnostics des anomalies des membres, d'autant plus qu'on a malheureusement presque une obligation de les regarder, puisque dans le rapport du comité technique, l'examen des membres, il y a marqué 4 membres, 3 segments. Donc si jamais il y a une grosse anomalie des membres, a priori, on doit la voir. Mais là, on était un peu hors sujet, donc je me suis dit, je vais essayer de retrouver toutes les anomalies que j'avais pendant la période embryonnaire. Et là, je suis désolé, mais c'est le grand vide, je n'ai pas trouvé grand-chose.
J'ai un peu triché. J'ai 2 cas où les anomalies étaient juste après la période, c'est-à-dire qu'on est à 10 semaines plus quelques jours. Ça, c'était un fœtus avec une main botte. Il avait aussi une clarté nucale qui est augmentée. Alors vous allez me dire, bon, c'est pourquoi on fait une écho à 10 semaines? Faire des échos à 8 semaines, ça va en PMA pour les datations, mais normalement, on ne fait pas d'écho à 10 semaines. Et ces échos que j'ai généralement à 10 semaines, ce sont des femmes qui viennent à 12 semaines et qui n'étaient pas à la bonne date, soit qui ont une fécondation retardée, soit il y a un problème parce que le retard de croissance précoce peut être un signe de trisomie 18 et de trisomie 13 et éventuellement triploïdie. Ça, c'est un autre cas à 10 semaines et 2 jours où il y avait une hexadactylie post-axiale que l'on voit ici. Et là, l'échographie avait été faite simplement parce qu'elle était dans le service et c'était une forme familiale. La mère aussi avait une hexadactylie, donc je voulais voir si on pouvait le voir très tôt. À propos d'hexadactylie, là, 8 semaines et 6 jours, longueur crânio-caudale 21 mm, regardez la main. Ici, on voit une hexadactylie, de l'autre côté aussi. Et là, on voyait bien le pouce en haut, et là, on a 5 doigts en plus. Donc, c'est une hexadactylie post-axiale. Le problème, c'est quand j'ai fait l'écho à 12 semaines et à 22 semaines, il n'y avait plus d'hexadactylie ou il n'y avait pas d'hexadactylie. Donc c'est difficile de dire si c'est un artefact. J'ai retravaillé les volumes, je pense qu'il n'y a pas d'artefact, mais il existe des hexadactylies qui peuvent régresser. J'en ai eu aussi à 12 semaines qui ont régressé, qu'on ne retrouvait plus à 22 semaines. Et là aussi, au niveau des pieds, faites attention, des fois on peut avoir l'impression, là on a vraiment l'impression qu'il avait une hexadactylie au niveau du pied, on en compte 6, mais à l'échographie de 12 et ensuite plus tard, il n'y avait pas d'hexadactylie. Alors enfin, ça c'est le dernier cas que je vous présente, c'était une grossesse à 8 semaines et 6 jours. J'avais été intrigué, je pense que vous devez être intrigué aussi par le fait que, là vous pouvez comparer avec du normal, la cavité amniotique est très échogène, alors que ce n'est pas normal, normalement c'est le cellome externe qui est échogène, je n'ai plus de batterie. C'est l'homme externe qui est très échogène. Et généralement, j'avais déjà eu 3 ou 4 fois ce cas-là. La grossesse s'arrête spontanément quelques semaines, jours ou semaines après. Donc j'étais inquiet. Je lui ai demandé un contrôle 10 jours après. Quand j'ai fait le contrôle, voilà l'embryon, le fœtus, puisqu'on est à 36 mm. Il y avait un liquide amniotique qui était parfaitement clair, mais il n'y avait plus de cellome externe, c'est-à-dire que l'amnios était déjà collé, ce qui est étonnant à ce stade-là. Donc ce fœtus, pendant toute la grossesse, j'étais un peu inquiet. Il avait en plus les marqueurs qui étaient pathologiques, qui avaient amené à faire une amniosynthèse qui était normale. On l'a suivi, on a même fait beaucoup trop d'échos pendant la grossesse, ce qui fait que jamais, à mon avis, il y a d'échos qui a été fait vraiment très sérieusement. Et le bébé, il est né, il avait un syndrome de Paulan, c'est-à-dire qu'il avait une main qui faisait la moitié de la taille de l'autre. Alors là, gros intérêt du 3D, c'est que j'ai pu recharger les volumes que j'avais gardés au premier trimestre, au tout début, pas celui-là, parce que celui-là, comme il y a des échos à l'intérieur, ça a empêché la bonne reconstruction de l'embryon, mais j'ai rechargé celui que j'avais à 10 semaines et 3 jours, et on voit bien en retravaillant, a posteriori, que là, il y a une main qui a une taille normale, et que la main, ici, elle est beaucoup plus petite, elle fait la moitié de la taille de l'autre. Simplement, c'est pour vous dire que le 3D, ça nous apporte un avantage, c'est qu'on peut mettre de côté des volumes, et ensuite, on peut les retravailler et voir. Donc, ce bébé-là, à la fin de la période embryonnaire, il avait déjà sa malformation. On n'a pas été capable de le voir, mais il avait déjà sa malformation. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le développement morphologique des membres pendant la période embryonnaire. Et je me suis dit que c'était quand même très intéressant les membres, parce que les membres, comme le cerveau, c'est le seul partie de l'embryon dont on peut suivre le développement morphologique pendant la période embryonnaire. Tous les autres organes, par exemple le cœur, si à partir du moment où on peut le voir, ça sera après 10 semaines, il est fini. La face, quand on pourra la voir, le nez, bouche, c'est fini. Donc c'est intéressant parce que c'est le seul organe, les membres et le cerveau, les seuls organes dont on peut voir le développement embryologique. Merci de votre attention.